Bonjour à tous. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. 2 à 3% d'entre elles se déplacent en fauteuil roulant. Parmi elles, Aurélie, qui est avec nous aujourd'hui et qui veut se lancer dans le plus grand combat de sa vie, devenir maman. Bonjour Aurélie, Bonjour. Merci d'être là. Amina Yamnian, notre gynécologue obstétricienne, et Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, sont à mes côtés pour nous apporter leur éclairage tout au long de cette émission. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Sophie. Vous allez bien toutes les deux? Très bien, merci. Bon, eh bien on s'en réjouit. Aurélie, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes en couple depuis 4 ans et demi avec Ted qui s'est installé près de vous. Vous êtes lourdement handicapée. De quelle maladie souffrez-vous? Je suis atteinte d'amyotrophie spinale. J'ai une maladie génétique que j'ai depuis la naissance. À quoi ressemble votre vie avec la maladie? Maintenant, étant adulte, c'est beaucoup plus simple. Le plus dur, c'est surtout quand on est enfant. Et puis, il y a peu de choses que je peux faire toute seule. Me servir de mon ordinateur, conduire mon fauteuil. Je dirais que c'est à peu près tout. Alors, malgré votre handicap et le fait que cela soit très risqué pour vous, vous voulez devenir mère à tout prix. Un choix que tout le monde n'approuve pas dans votre entourage. On va en parler dans un instant avec votre famille qui a tenu à être avec vous. Béatrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome de Marfan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre maladie? Alors c'est une maladie génétique qui touche le tissu conjonctif notamment et plusieurs organes et qui est autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il y a un risque sur 2 sur chaque grossesse que l'enfant soit atteint. Qu'il soit fille ou garçon? Fille ou garçon. D'accord. Dans votre cas aussi, tomber enceinte était extrêmement risqué. Pourtant, vous avez fait le choix d'avoir un enfant au péril de votre vie. C'était il y a 22 ans. Et il y a 22 ans, on ne pouvait pas pratiquer des diagnostics pendant la grossesse ou préimplantatoires. Que vous conseillez les médecins à l'époque? De ne pas avoir de grossesse, déjà d'un. Et surtout, mon diagnostic préimplantatoire, ça ne me dérange pas parce que je ne l'aurais pas fait même s'il était là. Donc ça, c'est un choix personnel, ça reste un choix personnel. Pour quelle raison? Parce que la maladie, c'est un choix personnel. Je veux dire que ça n'appartient qu'à soi, aux parents, de faire ce choix, d'avoir un risque d'avoir un enfant atteint. La seule personne qui pouvait me dire quelque chose et qui peut encore me dire quelque chose, c'est ma fille aujourd'hui. C'est tout. Le reste, je ne souhaite pas du tout avoir de morale dessus. Voilà. Après, ça, c'est un choix. Après, le choix aussi d'avoir un risque de mourir durant la grossesse. Mais ça, ce choix, il a été fait il y a 22 ans. Je ne regrette rien, mais c'est un choix personnel. C'est-à-dire, je dis bien les choses comme ceci parce que les patientes que j'accueille, j'ai une responsabilité maintenant qui est tout autre. Et ça, c'est aussi leur choix personnel qu'elles prennent en charge. Voilà. Alors, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que vous êtes devenue vous-même sage-femme. Juste un mot sur votre grossesse. Comment ça s'est déroulé, votre grossesse, votre accouchement? Ma grossesse a été très rock'n'roll, c'est-à-dire que ça a été très, très difficile parce que les médecins m'ont fait comprendre au départ, parce que j'étais sage-femme et parce que je pouvais le comprendre, parce que l'enfant risquait de coûter cher à la sécurité sociale s'il était atteint. Donc les arguments que l'on m'a avancés au départ, par une femme en plus, donc c'était double peine. Et après, la grossesse, ça a été toute une bagarre de médecins, si je puis dire, entre mais non, il faut faire ci, mais non, il ne faut pas faire ça, parce que tout le monde pataugeait un peu dans ce qu'il fallait prendre comme décision, parce que je pense que j'étais un cas, entre guillemets, un peu unique, et c'est devenu le cas unique et tout. En plus de ça, j'étais sage-femme, donc ils ne prenaient pas plus de précautions, mais ils avaient très peur, quoi, voilà. Donc, voilà. Mais bon, je n'ai pas porté plainte, rassurez-vous, et tout va bien. Et puis on va accueillir Priscilla. Bonjour Priscilla. Priscilla, vous êtes épileptique depuis l'enfance, mais après la naissance de votre 3e enfant, votre état de santé s'est aggravé. Racontez-nous. Après mon 3e enfant, je suis retombée enceinte malgré la contraception. Comme j'avais subi une césarienne 5 mois plus tôt, et puis en plus, avec mon épilepsie, c'était juste inimaginable de mener cette grossesse à terme. Mon médecin, mon obstétricien était catégorique, c'était suicidaire de la mener à terme. Donc il m'a conseillé de pratiquer un IVG, chose que j'ai faite.
Par rapport à mes médicaments, je ne peux pas le faire par voie médicamenteuse, donc c'est forcément par aspiration, donc chose que j'ai faite aussi. L'IVG en elle-même s'est très bien passé, mais en salle de réveil, j'ai fait ce qu'on appelle un état de mal épileptique. Et le cerveau n'a pas supporté, et depuis, j'ai cette hémiplégie. Voilà. Malgré votre handicap, vous venez de donner naissance à un 4e petit garçon. Tout à fait. Comment ça s'est passé par rapport à vos grossesses précédentes? C'était très différent. Le ressenti était différent, le suivi de la grossesse a été différent. Tout a complètement été différent. C'était le jour et la nuit. Et c'est là que j'ai vu vraiment la différence entre la grossesse quand on est valide et la grossesse quand on est invalide. Vous allez nous raconter tout cela, tout ce que vous avez vécu dans quelques instants. Mais d'abord, nous allons revenir au témoignage d'Aurélie. Alors, nous allons découvrir à quoi ressemblait votre enfance avec la maladie dans le reportage qui vous a été consacré. Et puis, on parle juste après de vos envies de grossesse. Aurélie voit le jour en 1990. Avec ses 3,5 kg, c'est un bébé en bonne santé. Mais à 9 mois, elle commence à perdre ses forces et son équilibre. Quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Aurélie est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique qui entraîne une faiblesse et une atrophie des muscles. Pendant son enfance, la maladie évolue et Aurélie subit de nombreuses opérations. À 7 ans, on lui pose une trachéotomie. En fauteuil roulant, elle souffre du regard des autres. Pendant sa scolarité, elle subit même des violences physiques de la part de ses camarades. Aurélie. Alors, on va demander peut-être à votre maman, Béatrice, comment vous avez vécu l'enfance de votre fille Aurélie? Évidemment très mal, puisque c'est ma seule, c'était ma première. Puis on a toujours des aspirations quand on a 25 ans. On veut un bébé magnifique et que tout aille bien. Et du jour au lendemain, c'est le monde qui s'écroule et il faut faire avec. Et on met 10 ans à s'en remettre. Voilà, très difficile évidemment. Est-ce qu'un jour vous auriez pu imaginer qu'elle puisse être un couple? Ou est-ce que vous auriez pu imaginer qu'elle puisse être un jour en couple? Non, non. Pourquoi? Pas comme ça. Parce que déjà quand on nous a annoncé, c'était vraiment... pour les docteurs, c'était une larve, quoi. Elle n'aurait pas été à l'école, elle n'aurait jamais rien fait de sa vie, alors que c'est complètement faux. Christiane, vous êtes la grand-mère d'Aurélie. Donc l'annonce du diagnostic, l'annonce de la maladie, ça a été, j'imagine, un moment difficile que vous Oui, avez partagé avec ça a votre été fille. également très dur, mais si j'étais donc maman 2 fois, pour ainsi dire, de ma fille et de ma petite fille. Ma fille s'est écroulée, donc il ne fallait pas que je m'écroule. Il fallait que je les soutienne, que je la soutienne surtout. Donc bien sûr que ça a été dur, c'est jamais facile d'accepter ce genre de choses. Et puis, on a essayé de les aider du mieux qu'on a pu. Alors, Aurélie et Ted, comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés sur Internet. Ah. Voilà. Et puis, quelques jours après, on s'est donné rendez-vous au cinéma. Et puis, voilà, les choses se sont faites naturellement. Ça a été un coup de foudre? Pas pour ma part. Ah bon? Et pour vous, Ted? On va dire que presque. Enfin, pas au début, mais les sentiments sont vite arrivés. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une complicité? Vous êtes... Moi, il y a quelque chose déjà qui m'a beaucoup attirée chez lui, c'est le fait qu'il ne juge pas sur le handicap. C'est-à-dire que pour lui, je suis normale. Voilà. Et dès le départ, moi, sur le site, j'annonçais clairement que j'étais handicapée. Il y avait même des photos de moi où on voyait très bien la trachéotomie, le fauteuil. Et voilà, ça ne l'a pas dérangé. Donc, entre Ted et vous, ça c'est allé très vite entre vous, puisque vous avez décidé d'emménager ensemble au bout de combien de temps? Au bout de 3 mois. Par la force des choses, parce qu'elle avait déjà fait une demande pour un appartement. Et le fait qu'on se met ensemble, on va dire que ça a un peu accéléré les choses. Et du coup, on a déménagé ensemble.
Alors, emménager ensemble, et pas seulement, parce que j'ai l'impression que Ted s'investit beaucoup auprès de vous au quotidien. Énormément. C'est-à-dire au point quand même de devenir votre auxiliaire de vie. C'est ça. C'est ça. C'est pas trop compliqué d'être les deux, le fiancé et le soignant? Non, parce qu'on a une très bonne complicité, du coup c'est assez simple. Quoi. On s'entend bien et on arrive à faire la part des choses. Quoi. Et après, maintenant, on a décidé de prendre une auxiliaire. Comme on va avoir un enfant, du coup, ça m'aidera à m'occuper d'Aurélie et de notre enfant. Ce projet d'enfant, vous l'avez depuis quand? On a commencé à en parler il y a à peu près 2 ans. Voilà. Après, j'ai arrêté la pilule il y a 1 an et demi à peu près. Et puis, je suis tombée enceinte tout de suite, en fait. Ah, vous avez déjà été... Vous êtes ensemble depuis combien de temps, tous les deux? Depuis 4 ans, 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc, vous êtes tombée enceinte assez vite. Hélas, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu bébé au bout de 3 semaines. Voilà, ça a été dur, surtout que j'avais déjà prévenu tout le monde, en fait. Ah, bah oui. Voilà, et du coup, il a fallu rappeler tout le monde pour dire non, c'était un faux espoir. Et puis voilà. Que vous ont dit les médecins? Les médecins, vis-à-vis de ma fausse couche, m'ont pas vraiment rassurée, on va dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils m'ont clairement expliqué que j'étais pas entourée par les bonnes personnes déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Et que, par les bons médecins? Par les bons médecins, voilà. Et du coup, par la force des choses, pour eux, une femme handicapée, avoir un enfant, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas entourée par les bons médecins? J'étais pas entourée par des gens qui sont, comment dire, qui ont la même vision des choses. C'est-à-dire que, comme je vous dis, pour eux, je suis déjà handicapée, donc c'est suffit, quoi. Pas besoin d'en rajouter. Depuis, vous tentez de tomber de nouveau enceinte. C'est ça. Hein, vous avez toujours cette idée en tête. Comment le vit votre entourage? J'ai des bons retours, mais aussi des plus mauvais. Par exemple, Béatrice, la maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Moi, je suis heureuse. Moi, j'attends qu'à d'être grand-mère, moi. Moi, depuis le début, je soutiens ma fille, donc... Non, moi, c'est... Et la grand-mère? La grand-mère, je dois dire qu'elle est un tout petit peu plus réticente, parce que j'ai peur pour ma petite fille, tout simplement, pendant sa grossesse, pendant son accouchement. Et après, j'ai peur qu'elle soit un tout petit peu frustrée de ne pas pouvoir s'occuper de son enfant. Voilà, je pense que... Mais... Comment vous réagiriez? Vous lui auriez dit quoi? Elle sait très bien les risques, elle est parfaitement au courant des risques. La seule chose qu'on peut, c'est que l'accompagner. La seule chose aussi, c'est qu'elle ne pourra pas être suivie à l'Institut Mutualisme Montsouris. Il faut qu'elle soit suivie dans une maternité de niveau 2, voire de niveau 3, parce qu'il y a un risque quand même d'accouchement prématuré. Et voilà, mais elle le sait. Donc c'est sa décision, c'est leur décision. Le but et le sens que l'on a par rapport à cette consultation, c'est d'accompagner au mieux. Aurélie, que vous ont dit les médecins? On parlait de risques. Quels sont les risques auxquels vous pourriez être confrontée? Déjà, mon handicap à la base fait que mon point faible, on va dire, c'est les poumons. C'est vraiment le point faible de mon handicap. Et du coup, le fait d'avoir un bébé dans le ventre, ça va prendre de la place, donc écraser un peu les poumons. Donc le plus gros problème, ça sera la respiration. Aussi le diabète, parce que je suis diabétique déjà. Puis voilà, après... Alors, est-ce que vous auriez des questions à poser à Amina, qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt? Oui. En fait, j'aimerais savoir, voilà, c'est vrai que il me semble que de toute manière, on ne peut pas savoir ce genre de choses à l'avance. Mais en fait, moi, dans mon idéal, j'aimerais vraiment pouvoir allaiter mon enfant. Et j'aimerais savoir s'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait faire que je ne pourrais pas. Peut-être le handicap ou je ne sais pas. Les risques de la grossesse, vous les avez évacués? Mais en fait, je ne les ai pas vraiment évacués. C'est juste que de toute manière, ça ne changera rien.
Donc oui. De toute manière, vous avez pris votre décision. C'est ça. C'est ça. Je suis tout à fait consciente que ça va être très dur, Ouais. que ça va sûrement être très douloureux aussi. Mais voilà, j'en suis consciente. Et c'est pas ça qui m'arrêtera. Amina? Par rapport à l'allaitement, d'ailleurs peut-être que Béatrice pourrait y répondre encore mieux que moi parce que les sages-femmes sont encore plus calées que les gynécos sur la question. Mais en tout cas, moi je vois pas où serait le problème d'allaiter. Pour moi, à partir du moment où vous aurez réussi à avoir une grossesse qui permette d'aller à un terme suffisant pour que le bébé soit pas prématuré et soit en capacité d'allaiter, ce sera déjà pas mal. Donc si on arrive là, je vois vraiment pas ce qui pourra vous empêcher d'allaiter votre petit. Si ce n'est qu'effectivement, il vous faudra une aide très importante pour positionner le bébé au sein, mais ça, ce sera exactement pareil s'il va au bib. Hein. Donc en soi, c'est pas très différenciant. Il n'y a pas pour moi, il y a pas de. Enfin, pour moi, ça c'est pas tellement l'objet d'une question. Ça, l'allaitement, c'est effectivement aussi au choix des parents, voilà. Et de toute façon, vous aurez besoin d'une aide très substantielle pour vous occuper de votre petit, alors qu'il aille à votre sein ou qu'il soit nourri par un biberon, ça changera pas tellement la nature des choses. En revanche, et ça tout le monde le sait, la question de l'allaitement, ça améliore très nettement le lien à l'enfant, l'attachement qu'un enfant peut avoir à sa mère et vice-versa. Donc moi je pense qu'on ne peut que promouvoir ça parce qu'effectivement, dans votre situation médicale, ce qui va probablement vous arriver, c'est qu'on n'arrivera pas à vous mener votre grossesse à terme, que vous aurez nécessairement un bébé prématuré dont la vocation première est d'être séparé de sa mère de manière extrêmement prématurée et potentiellement durable. Ouais. Ça, on peut jamais trop dire, ça dépend du degré de prématurité, des risques de complications. Et d'autant plus vrai que, on y reviendra peut-être dans le cadre de l'émission, c'est vrai que paradoxalement, dans les hôpitaux, on est assez mal installé pour accueillir les handicapés et que du coup, pour vous, vous occupez de votre bébé, le baigner, le câliner, tout ça, ça va être très très compliqué. C'est difficile pour des parents valides quand ils ont à s'occuper d'un bébé préma. Et donc pour vous, ça le sera a fortiori, encore de manière plus difficile. Mais pour moi, la question de l'allaitement, vraiment, là-dedans, c'est un épiphénomène. Moi, la question que je me pose surtout, c'est au fond, du fond, est-ce que, et de temps en temps, je pose ça à des patientes, y compris valides, hein, qu'est-ce que vous cherchez à faire? À avoir un enfant ou à être enceinte? Voilà. À avoir un enfant. Voilà. Et dans ces conditions, la question de fond, c'est pourquoi vous faut-il passer par la grossesse? Puisque vous savez que dans ces conditions, vous hypothéquez votre qualité de vie après, parce que vous pourriez avoir des séquelles de cette grossesse et de l'accouchement, voire hypothéquer votre vie tout court, et surtout prendre le risque de la prématurité pour votre enfant, qui n'est pas un cadeau pour ce petit. Et moi, je me dis qu'effectivement, à mon sens, c'est aussi une question personnelle. Être enceinte, c'est quelque chose de très particulier, c'est beaucoup fantasmé. Il y a quelque chose d'assez formidable à être enceinte, mais une fois qu'on a été enceinte et qu'on a accouché, franchement, ce n'est que le début de l'aventure. Il y a beaucoup plus d'intérêt, je trouve, et de richesse sur l'après-accouchement, dans le lien qu'on a à son enfant et l'éducation qu'on va lui apporter, que ce qu'on aura pu faire avec lui et pour lui pendant les 9 mois en période prénatale. Et c'est vrai que, je ne connais pas votre situation médicale en détail, mais je vois bien à quoi, effectivement, on va se heurter sur le plan cardiovasculaire pour vous et longévité de la grossesse et les conséquences d'aval pour l'enfant. Et je me dis, si vraiment pour vous c'est un enjeu d'être enceinte, et probablement Yvonne pourra y revenir, la question du défi de la grossesse, bon, allez-y donc. Mais si la question c'est d'avoir un enfant, puisque les enfants sont très dépendants de nous, et pendant très longtemps, pendant au moins 10 ou 15 ans, et qu'ils ont besoin de leurs parents pour les élever, et que cet enfant, comme tous les enfants, aura besoin de ses 2 parents pour l'élever, je trouve que ce serait intéressant, puisque c'est votre position, de dire, pour moi, l'idée, c'est d'avoir un enfant, c'est pas tellement en soi d'être enceinte, finalement, de préserver vos forces, votre capital au maximum, pour ce que vous êtes, d'accueillir un petit, et qu'on soit clair, à l'adoption, pour que ce petit soit... Parce qu'à cause de votre santé, le problème, c'est que vous courez un risque majeur d'hypothéquer la sienne à cause de la prématurité, quoi. Et donc, je me dis, mais ce serait peut-être plus chouette d'avoir un bébé qui est déjà tout fait par une autre famille, mais qui ne pourra malheureusement pas s'en occuper.
Aurélie ne peut pas l'entendre. Alors, je vais donner la parole à Yvonne. Je voudrais la réaction de Béatrice. Vous connaissez mon côté... Oui, je sais, mais avec plaisir. Alors, je vais vous répondre pour l'adoption, pas pour l'avis par rapport à Aurélie. L'adoption en général, il faut savoir qu'il faut en France un agrément. Un agrément qui est obtenu de 1 an à 2 ans après avoir rencontré psychiatre, assistante sociale, etc. Et les personnes en situation de handicap ont une route barrée pour l'adoption actuellement en France. Il y a plus de gens qui veulent adopter que d'enfants à adopter en France. Donc ça, c'est déjà une réalité. Mais que deuxièmement, les couples en situation de handicap où l'un des deux se voit déjà barré. Alors je peux vous le dire parce que j'ai des couples justement qui partent pour cette adoption. C'est un chemin du combattant pour y arriver, pour avoir l'agrément. Ce n'est pas toujours gagné. En plus de ça, vous ne pouvez adopter que dans le département où vous habitez. Donc vous ne pouvez pas faire de demande partout dans toute la France. C'est très limité. C'est des questions. Et pourquoi vous êtes handicapé, etc. Enfin, c'est vraiment un lavage de cerveau. Et franchement, honnêtement, les personnes en situation de handicap sont les premières, si je puis dire, les premières sanctionnées par ça. Donc le chemin du combattant pour l'adoption est terrible pour eux. Vous vous êtes posé cette question de l'adoption? Absolument pas. D'accord. Donc, Aurélie, je crois qu'effectivement, derrière le handicap, il y a une femme qui a un désir irrépressible de maternité, de donner la vie. Donner la vie, quitte à perdre la sienne. Ça, je crois que c'est très clair et vous l'avez exprimé. Et vous êtes quelqu'un aussi, avoir un enfant pour vous, c'est défier le handicap. Oui. C'est aller au-delà. Et quand on écoute le discours de votre maman, elle n'a jamais cru, je dirais presque, au diagnostic pessimiste des médecins, et vous n'y croyez pas non plus. Donc vous voulez toujours aller de l'avant parce que pour vous, c'est la pulsion de vie qui vous anime toujours et toujours plus. Donc tout ce qui est de l'ordre de la rationalité, vous ne pouvez pas l'entendre. Vous êtes habité comme n'importe quelle femme par ce désir de porter à terme un enfant, de porter une maternité. Donc, je comprends fort bien, mais néanmoins, il faut aussi savoir, alors là, peut-être sur le plan psy, au niveau du couple, déjà, un premier enfant, pour un couple normal, c'est une période de grande vulnérabilité. Donc, il y a aussi Ted qui sera là, il est déjà assistant de votre vie, enfin, il vous prend en charge, donc il y a un côté soignant, il y a un côté mari, et il y aura un côté père. Le risque de surmenage, il est quand même au rendez-vous. Bien sûr. Bon. Néanmoins, votre question qui est très touchante. Ted, vous êtes prêt à tout assumer? Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Néanmoins, votre désir la première question que vous avez posée à Amina est très touchante, c'est-à-dire ce désir d'allaiter votre enfant. C'est ça qui vous, je dirais presque, vous obsède un peu. Pourquoi? Parce que vous avez envie de le porter. La sécurité de l'enfant, vous avez envie de tout de suite le porter et de l'allaiter. Donc vous êtes déjà investi par ce désir d'avoir un enfant contre vous. Donc, moi, je ne juge pas, Amina non plus. Je crois qu'elle vous a donné son point de vue médical, mais donnez la vie pour vous. Et les conséquences, peu importe, donner la vie, c'est un besoin qui est omniprésent. C'est ça. L'avis de Priscilla. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous comprenez le choix d'Aurélie? Oui, je comprends tout à fait. Après, moi, je n'ai pas son niveau de handicap. J'ai un handicap beaucoup moins lourd. Donc après... Je peux pas dire que ce sera simple, parce que non, c'est pas simple. Être mère avec un handicap, c'est pas simple du tout. Il y a le regard des gens, il y a le regard du corps médical, il y a le regard des services sociaux aussi, comme Béatrice le disait. Moi, je suis pas passée par la case adoption, mais mon fils a dû être en nourrice du jour au lendemain. Donc du coup, mon mari a dû se tourner vers les services sociaux pour trouver une nourrice du jour au lendemain. Et du coup, on a été... épié, ça a été un vrai lavage de cerveau, mais comment vous faites ceci, comment vous faites cela, enfin, c'est vraiment horrible au quotidien. On nous demande, pour le moindre petit truc, on nous demande mais comment vous faites cela? C'est vraiment horrible, et ça, il faut vraiment être prêt à y être confronté. Justement, vous parlez des regards, vous en avez souffert de ces regards? Oui. Le regard des gens, le regard des autres mamans, quand j'emmène mes enfants au bus. Le regard de tout un chacun, les gens qui regardent. Le regard des enfants, c'est plus interrogateur, c'est innocent. Mais quand un enfant regarde, il pose une question, et puis que le parent, il le presse en lui disant « mais viens par là », parce qu'il n'a pas envie de répondre alors que c'était une question innocente. Je trouve pas ça normal.
juste parce qu'il n'a pas envie de répondre à la question innocente de son enfant. Ou sinon, une chose toute bête, un jour j'ai emmené mon petit garçon de 3 ans à la maternelle. J'étais enceinte d'Aaron justement. Et donc les petits garçons, enfin les enfants de 3 ans en première année de maternelle, on les dépose devant leur classe, on les déchausse, on enlève leur manteau. Et donc comme toutes les mamans, j'ai fait ça avec mon petit garçon. Et donc j'y suis allée avec mon fauteuil roulant électrique parce qu'en état de grossesse, je fatigue très vite avec mon épilepsie. Et la scène vient me voir et me dit « Excusez-moi, mais à partir de demain, il faudrait déposer Liam à l'entrée de l'école. » Je lui dis « Ah bon, et pourquoi ?» Elle me dit « Vous nous faites perdre du temps avec votre fauteuil roulant. » Et là, je suis rentrée dans une colère monstre. Mais alors monstrueuse. J'ai honte aujourd'hui parce que je l'ai fait devant mon fils. Je l'ai fait devant des enfants de 3 ans. Mais c'était pas possible d'entendre ça. Mon fils, il a aussi le droit que sa maman l'emmène. Béatrice, le regard des autres, vous en avez souffert aussi? Pas pour ma grossesse. Dans ma petite enfance, oui, mais pas du tout pour mes grossesses parce que j'étais bien décidée. Donc, je veux dire, j'ai plus souffert du regard médical, de la sanction médicale parce que j'étais sage-femme. Donc, j'ai plus souffert de ça. Mais sinon, non, du regard des autres, c'était pas quelque chose qui m'importait. Le regard de ma fille me suffisait. Donc. Comment votre maladie a-t-elle évolué au fil des années? Elle a évolué comme elle a dû évoluer, mais elle a évolué parce qu'en 88, j'ai fait une dissection de l'aorte durant mes études de sage-femme. Alors là, j'étais condamnée à mort pratiquement parce que c'était l'opération de la dernière chance. J'ai eu une opération du cœur qui a duré 9 heures à peu près. On ne me laissait pas beaucoup de chance de survivre. La bête est féroce. Et donc, j'ai survécu. Ma mère et mon mari, à l'époque, avaient eu le droit de me voir en réanimation alors que c'était interdit. Et ma mère a dit, elle va mourir. Donc, c'était très dur de remonter la pente et tout ça, puis surtout de suivre ses études, parce qu'après, on m'a mis des bâtons dans les roues pour suivre mes études, pour les terminer. Enfin, voilà, bon, j'ai eu des tas d'embûches, mais voilà, j'avais une espèce d'agressivité intérieure qui m'a permis d'y arriver. Et c'est pour ça que c'est très difficile de statuer sur un état, sur une maladie, etc. Parce qu'il y a d'abord la personne humaine et ses capacités, ses capacités qu'elle a pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vrai, on peut faire des généralités, mais les généralités, malheureusement, chaque personne étant différente, on réagit différemment. J'ai des patients qui ont certainement la même maladie que moi, beaucoup moins en situation de handicap que moi, mais qui le vivent beaucoup plus mal. Voilà, ça dépend comment on est. Vous êtes en fauteuil depuis quand? 1999, 12 février 1999. Alors, votre parcours si singulier vous a mené à créer donc une consultation spéciale pour les personnes en situation de handicap moteur, auditif et visuel. Nous allons découvrir à quoi ressemble votre structure et votre quotidien dans un reportage que nous vous avons consacré. On regarde et on poursuit la conversation évidemment juste après. À Paris, à l'Institut Montsouris dans le 14e arrondissement. Béatrice est une sage-femme pas comme les autres. Elle a créé le service parentalité handicap pour accompagner les futures mamans handicapées dans leur grossesse, une première en France. Quand on a commencé avec une patiente, puis 2, puis 3, puis 4, puis ça, puis tiens, on commence à en parler par les médias, etc. Pour pouvoir accueillir des femmes enceintes aux besoins spécifiques, tout son matériel médical est adapté à leur pathologie. Donc vous avez ici la seule table, si je puis dire, d'un point de vue gynécologique qui est adaptée pour les personnes en fauteuil. C'est une table électrique à hauteur variable. Cette table est beaucoup plus large au niveau de l'assise et plus longue. Béatrice a même une technique pour permettre aux femmes malvoyantes de découvrir leur bébé. Cette particularité de ce calque, il a un côté qui est un peu granité et un côté plan. Et ce calque a cette particularité de réagir avec la chaleur. Et donc, quand je fais des échographies, je pose le format A4 de l'échographie et je dessine sur les contours, voilà, par exemple du bébé. La personne non-voyante va visualiser son bébé en suivant les lignes du contour que j'aurais dessiné, comme ceci.
Pour suivre ses patientes malentendantes, Béatrice a appris la langue des signes. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec Lorraine, une jeune femme atteinte de surdité qu'elle a déjà suivie pour sa première grossesse. Elle peut communiquer à l'aise et elle peut de plus en plus communiquer et puis pareil, communiquer bien et détail. Voilà. Mon rôle ici, c'est de sage-femme et aussi peut-être un rôle social, c'est-à-dire au-delà des choses que j'ai apprises. Bonjour Anan. Anan va accoucher ici dans 4 mois. Atteinte d'infirmité motrice cérébrale, la jeune femme, la plupart du temps en fauteuil, va découvrir la chambre qu'elle occupera. Tu vois qu'elle est grande, parce que de temps en temps, bon, quand il y a des gros fauteuils ou des choses comme ça électriques, on a vraiment besoin d'espace. Alors ne t'inquiète pas, le lit n'est pas à cette hauteur. Tu as ici donc la table qui est à hauteur de fauteuil pour faire les soins du bébé. Les soins, la douche. Voilà. Je suis même plus rassurée d'être ici que d'être dans un hôpital lambda, où ils ne font pas souvent le lien avec le handicap tout de suite. Béatrice a reçu la Légion d'honneur en 2014. Une décoration qui récompense son combat pour aider les autres au quotidien. Alors c'est vrai que c'est un mérite, la Légion d'honneur, c'est quelque chose qui fait rentrer un petit peu dans la haie d'honneur. J'en suis fière parce que c'est vrai que je me dis que je pense pas qu'on aurait misé grand-chose sur moi à l'âge de 7-8 ans, quoi. Je veux dire que j'étais une enfant qui parlait pas, qui était timide, qui voyait pas. Mais sa plus grande fierté reste tous ces enfants qui ont vu le jour grâce à elle. Et elle garde précieusement les remerciements et faire-part que toutes ses patientes lui ont envoyés au fil des années. Elle m'a dessiné moi, avec son bébé, son mari et elle. J'ai cette envie de faire du bien aux autres. Et c'est ça parce qu'on m'a fait beaucoup de mal. Je pense aussi qu'il y a ça aussi, que ayant subi beaucoup de mal, le faire du bon à l'autre est important. Quel parcours! Incroyable parcours. Pas d'agressivité, Béatrice. Quelle énergie vitale et quel combat. Parce que vous dites que vous êtes portée par votre agressivité. Moi, je dis non. Mais par une énergie, une rage de vivre et une énergie vitale hors du commun. Vous la partagez? Oui, je suis d'accord. On a besoin de ça pour se battre, déjà pour accepter, pour se battre, pour avancer. Ouais. Et sans ça, on se laisserait couler, tout simplement. Aurélie? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, ça paraît agressif, mais il y a un moment où on nous a tellement traités comme des handicapés que... Non, mais c'est vrai, il y a un moment, c'est pas faux. On est des êtres humains avant d'être handicapés. Et, malheureusement, si on ne fait pas entendre nos voix, on n'est personne. Combien de bébés avez-vous mis au monde, Béatrice? Alors, je n'ai pas mis au monde tant de bébés que ça parce que j'ai arrêté de faire les naissances à partir d'un certain temps quand mes bras ne pouvaient plus suivre au niveau de la force. Mais j'ai suivi pas mal de grossesses et notamment depuis 2006, je ne sais pas, je dirais plus de 300. Enfin, voilà, parce que j'ai des patientes de toute la France qui viennent. Donc, après, je délègue, si je puis dire, et j'essaie que ça se suive au mieux, quoi. Maintenant, il y a des hôpitaux un peu satellites dans toute la France qui me font confiance, donc je donne des consignes par rapport aux patientes que je rencontre, qui m'envoient. Et après, évidemment, c'est impensable qu'elles accouchent à 600 km de chez elles. Enfin, je trouve ça débile, quoi, voilà. Jusqu'où va votre accompagnement? J'imagine qu'à chaque fois, c'est une histoire humaine, une rencontre, un lien très fort. C'est un lien qui se tisse entre chaque patiente et qui est totalement différente d'une personne à l'autre, bien évidemment. J'ai fait juste comme ça en 2012, j'ai décidé parce que beaucoup de patientes voulaient me revoir et tout, et c'est vrai que le temps m'est un peu imparti durant mes journées. Donc du coup, j'avais décidé de les réunir chez moi. Donc j'habite à la campagne, j'ai une grande maison quand même, avec 2500 mètres carrés de terrain. Et du coup, j'avais lancé un appel par mail et à peu près 80 patientes sont venues ce jour-là. On a fait une photo souvenir dont une patiente m'a tiré un grand cadre qui est chez moi. C'est quand même pas vous qui avez tout préparé.
Comment? C'est vous qui avez tout préparé? Ah ouais, mais elles ont apporté chacune quelque chose. Et puis il y en avait qui avaient des religions, donc des coutumes et tout ça, des cultures. Donc culture indienne, culture marocaine, tout ça va apporter quelque chose à manger. Donc on a fait avec les enfants, tout ça. Il y en avait qui avaient bientôt accouché. C'était très sympa. Alors elle me demande maintenant quand est-ce que je vais réitérer ça. Je pense que je vais le faire en 2016. Très certainement, je vais le faire en 2016. Parce que c'est une drôle d'organisation quand même. Le regard d'Amina sur ce reportage que vous venez de voir. Ouais, et c'est ça très mène intéressant. ces consultations. De toute façon, ça dit bien, il y a quelque chose qui est une grande constante dans le monde médical, c'est que les professionnels médicaux, bien qu'ils soient là pour aider l'autre et sortir l'autre de la maladie et tout, on reste quand même un corporatisme extrêmement figé et fixé sur nos acquis. Et pour bouger, que ce soit pour les femmes en situation de handicap ou pour les autres, ça demande une énergie mais sans limite. Donc ce que fait Béatrice pour les femmes handicapées, c'est effectivement spectaculaire. Malheureusement, il n'y a que comme ça que l'hôpital, les initiatives, les choses avancent petit à petit et que on finit par effectivement construire brique par brique quelque chose qui tient debout, qui finit par diffuser, parce que la question de l'apprentissage et de l'éducation des autres professionnels, enfin de notre secteur, on va dire de la périnatalité, c'est effectivement Est-ce que vous faites des formations justement? Est-ce que vous êtes dans la transmission de votre expérience et en Afrique notamment? Oui, j'ai été en Afrique en 2010, en décembre 2010. Je l'ai annoncé comme ça au dernier moment, pratiquement. J'avais été contactée par Handicap International pour pouvoir éventuellement partir au Togo, à Lomé, donc la capitale, pour former les sages-femmes de l'école de sages-femmes de Lomé, et dont la directrice et les sages-femmes de l'école, monitrices. Et donc c'est une petite organisation. Avec le fauteuil, avec tout ça, c'était un peu difficile, mais ça, voilà, j'avais une chambre totalement inadaptée à arriver là-bas. Alors, venant d'Handicap International, j'étais un peu étonnée, mais c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi pendant 10 jours. Mais l'accueil et les relations que j'ai eues avec les monitrices sages-femmes ont été vraiment magnifiques et chaleureux. Donc après, elles ont disséminé leur savoir aux autres sages-femmes. Et cette année, en 2016, début 2016, en janvier, je reçois justement une des sages-femmes qui a été formée, un kinésithérapeute et un infirmier qui viennent pendant une semaine en France pour voir les locaux et pour apprendre un peu plus, si je puis dire, et confirmer leurs acquis, quoi, voilà. Donc, voilà. Priscilla, vous connaissiez la structure de Béatrice? Oui, je connaissais de ce que j'en avais vu sur un reportage d'une conférence à Bordeaux, où justement je l'avais déjà rencontrée sur le même thème, le handicap et la maternité. À l'époque, j'étais enceinte d'Aaron. Et justement, je me posais énormément de questions. Et quand j'ai su que cette conférence se faisait sur Bordeaux, j'y suis allée parce que j'avais énormément de questions sur comment allait se faire le suivi de ma grossesse. Parce que déjà, le suivi de ma grossesse, le début de suivi ne se passait pas très bien au CHU de Bordeaux. Donc, je me posais énormément de questions sur la continuité du suivi, mais aussi sur comment allaient se passer les premiers jours de vie de mon fils. Est-ce que j'allais pouvoir m'en occuper moi-même? Et ça, j'y tenais, parce que j'ai 2 enfants qui sont nés prématurément, dont un qui est né à 5 mois et demi de grossesse. Donc ça, c'était les 3 premières grossesses? Les 3 premières grossesses, donc voilà. Donc j'en ai 2 qui sont nées prématurées, donc là on est totalement dépossédé de son enfant. Pour la moindre chose, il faut demander une autorisation. Tout est calibré, calculé, c'est des horaires précis pour tout. Et là j'avais une chance que cette grossesse arrive à terme si je faisais attention au maximum. Donc du coup, je voulais vraiment m'occuper de mon fils moi-même. Et c'est quelque chose que j'ai dit dès le départ à la maternité. On m'a dit oui, vous inquiétez pas, tout sera fait en sorte, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout au long de ma grossesse, j'ai entendu vous inquiétez pas, tout sera fait en sorte. Sauf qu'au final, tout ce que je redoutais s'est passé. On me disait quand Aaron aura besoin d'être changé, appelez-nous. Non, je veux changer mon fils. Je n'ai donné aucun bain à Aaron. Quand le pédiatre est passé voir si tout allait bien le lendemain de sa naissance, j'ai dû rester sur mon lit. Donc son père a pu voir l'examen pédiatrique, donc tout allait bien.
Mais moi, j'étais mise de côté. Et le médecin ne s'est même pas adressé à moi. Il s'est adressé qu'à son père. Il s'est adressé à ses internes, il s'est adressé au père d'Aaron. Et puis moi, j'étais sur mon lit. Donc Aaron, c'est votre dernier enfant? Voilà, mon petit dernier. Votre petit dernier. Voilà. Donc 3 premières grossesses compliquées. On le disait tout à l'heure, votre état s'est aggravé après votre fausse couche lors de la 4e... Après un IVG. Après une IVG, lors de la 4e grossesse. Et puis vous avez quand même souhaité avoir ce 4e enfant. C'était une grossesse surprise. Parce qu'en fait, malgré les contraceptions, je tombe quand même enceinte. Donc, moi, j'avais demandé la ligature des trompes pendant la grossesse de Liam. Médicalement parlant, ça s'entendait, mais mon âge posait problème. Donc, du coup, on m'a dit on comprend, mais non. Donc, du coup, mon mari, de son côté, a demandé à avoir une vasectomie. Et on lui a dit on comprend, mais non aussi. Parce que vous êtes trop jeune aussi. Donc de peur que vous changiez d'avis? Non, parce que pour eux, j'étais trop jeune. Médicalement parlant, mon dossier est quand même assez lourd pour que ça puisse s'entendre que je demande une ligature. Enfin, alors ça, pour le coup, ça pour moi, ça me laisse bouche bée parce qu'il faut se mettre d'accord. Soit on considère qu'une femme qui a une épilepsie sévère avec des antécédents de prématurité, en effet, ne doit plus avoir d'enfant, alors elle se retrouve enceinte par inadvertance et on lui fait une IVG dans le décours de laquelle, d'ailleurs, elle fait une complication gravissime. Ou alors, on dit, vous êtes jeune, votre projet d'enfant est terminé, vous êtes sûr de votre coup, et de fait, si on devait avoir un échec de contraception, une grossesse non planifiée chez une maman épileptique, ça peut être une catastrophe. Avoir une épilepsie qui est rebelle, qu'on ne peut pas traiter comme il faut à cause de la grossesse, c'est catastrophique également. Donc, monsieur, madame, puisque vous êtes tous les deux prêts à ne plus avoir d'enfant, on passe à une stérilisation. Là, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'on est allé vous chercher comme noise. C'est invraisemble. Ils ont refusé et vous êtes tombée donc enceinte. Donc, on m'a posé un stérilet. Et là, on lui refuse la grossesse. On lui refuse la contraception, donc elle tombe enceinte par inadvertance, bien entendu. Donc, malgré et là, une fois qu'elle est enceinte, on lui refuse la grossesse, on lui dit allez faire l'IVG. Elle y va et elle se fait une complication sévère. Non, mais là, après lors de votre dernière grossesse, est-ce que vous avez pensé à l'interruption volontaire de grossesse? Non, du tout. J'ai pensé un quart de seconde. Et en fait, j'ai repensé à la complication. Ben justement. Et je me suis dit même pas en rêve. D'accord. Est-ce qu'il y avait plus de risques à faire une interruption volontaire de grossesse qu'à mener la grossesse à terme? Non, pas du tout. Mais puisqu'il y a des risques dans les deux cas, c'est les parents qui choisissent quand est-ce que ça s'arrête de faire des enfants. Moi, ce que j'ai vu dans ma tête, c'est que dans tous les cas, il faudrait me faire une césarienne parce que je n'ai plus le droit d'accoucher par voie basse. Ça, c'est une certitude médicale, on me l'a toujours dit. Moi, ce que j'ai vu, c'est de toute façon, il faudra m'ouvrir. Donc, si on m'ouvre, ils pourront me faire ma ligature. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que mon fils, je ne lui dirai pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai gardé. Donc voilà, j'adore mon fils, c'est la prunelle de mes yeux, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai gardé, c'est parce que je voulais absolument avoir cette ligature. Parce que chaque grossesse met en péril ma vie et que j'ai déjà des enfants, que... Mais là, ça y est, je suis enfin ligaturée. D'accord. Et dès mon premier rendez-vous gynécologique, parce que donc, je suis suivie en CHU niveau 3 dès le début de chacune de mes grossesses, et dès mon premier rendez-vous, dès le premier mois de grossesse, j'ai dit je veux une ligature. Parce que donc il y a tout un procédé, il y a 4 mois de réflexion, on est vu par un psychiatre et tout. Enfin, c'est vraiment très... faut vraiment tenir le même discours tout le temps, tout le même cheminement, parce que... Voir par un psychiatre, à mon avis, c'est abusif, ce n'est pas prévu dans la loi. Moi, vous demandez une ligature tubaire et derrière, vous la redemandez au bout de 4 mois. Et si vous n'avez pas changé d'avis, le médecin, il peut faire sa ligature. J'ai été vue par un psychiatre. Enfin bon. L'essentiel est que vous ayez eu ce dont vous aviez besoin. Voilà, donc maintenant, voilà. Mais malgré tout, après cette ligature, j'avais toujours cette appréhension de tomber enceinte. Cela dit... Cela dit, vous avez un petit dernier merveilleux. Et mais que je regrette absolument pas. C'est une bonne chose. Voilà, c'est la prunelle de mes yeux, je l'aime autant que ses frères. Et voilà, je suis très heureuse qu'il soit là. Mais la grossesse a été quand même très, très compliquée. Alors justement, vous avez été suivie dans une maternité de niveau 3.
Donc c'est des maternités hautement médicalisées? Oui, c'est une maternité qui permet d'accueillir les bébés et en général aussi les mamans, mais ça ne définit que la question du niveau de soins d'accueil des bébés qui sont extrêmement prématurés et complètement dépendants des machines de respirateurs, de l'hydratation, des bébés qui naissent très 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 tôt, même en limite de viabilité, et ces centres-là sont habilités à s'en occuper. Qu'est-ce qui était différent dans cette maternité? Un truc tout bête, j'ai jamais été pesée. J'aurais pu dire. C'est plutôt une bonne nouvelle ou pas? J'aurais pu dire le poids que je voulais, elle l'aurait noté. J'aurais pu dire n'importe quoi que ça serait passé. Donc au final, rien que ça, déjà c'est pas hyper professionnel. Moi je pèse jamais mes patientes. Même en situation de non-handicap, c'est aussi un choix. Parce que vous voulez pas les culpabiliser? Ouais, je leur dis, si vous voulez vous peser, pesez-vous. Si vous voulez me dire votre poids, vous me dites. Mais si vous n'avez pas envie, je ne vous oblige pas. C'est un truc, vous faites le choix de savoir si vous voulez. Moi, je vois une femme, je vois sa corpulence. Si elle est obèse, je sais ce que j'ai à faire. Si elle est en sous-poids, je sais ce que j'ai à faire. Si elle est avec un poids normal, je sais ce que j'ai à faire. Qu'elle pèse 60, 80, 130, ça m'est complètement égal. Mais c'est vrai que par rapport aux autres grossesses, j'ai toujours été pesée. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. C'est ça, c'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est pas tellement bon. Est-ce qu'on pèse une femme enceinte ou pas, avec son accord ou pas? Bon, c'est des questions de fond qu'on peut se poser. La question, c'est de dire, j'ai toujours été pesée par cette équipe qui me suivait pour la 4e fois. J'ai toujours été pesée et je vois bien que maintenant que je fais partie du groupe dit des personnes en situation de handicap, on délaisse un certain nombre de soins. C'est ça. C'est plus ça le questionnement. C'est la conclusion que vous en tirez. Une fois, je suis allée aux urgences. On devait me faire un prélèvement urinaire. Donc du coup, on me demande d'aller aux toilettes des urgences pour faire dans le petit tube et après faire ce qu'ils ont à faire. Donc je fais mon transfert sur mon fauteuil parce que donc, enceinte, je suis en fauteuil électrique et quand je fatigue de trop, je suis en fauteuil électrique aussi. Et là, je vais pour aller dans les toilettes des urgences. Et là, gros problème, les toilettes ne ferment pas en fauteuil électrique. Et là, on me dit, bah tant pis, on va vous mettre, je sais plus comment ça s'appelle, un bassin. Je dis oui, mais en théorie, j'ai pas besoin d'un bassin. Je suis capable, normalement, de faire un transfert sur les toilettes. C'est pas normal que des toilettes d'une maternité qui vient d'être faite ne soient pas adaptées pour qu'un fauteuil puisse rentrer. Oui. Et là, le professeur qui ce jour-là était à la conférence, il me dit oui, mais c'est parce qu'il y a une armoire métallique, elle va être enlevée. Elle n'a jamais été enlevée. Parce que je suis retournée aux urgences un nombre incalculable de fois. Et elle n'a jamais été enlevée, cette armoire métallique. Et c'est plein de choses comme ça. J'ai pas été auscultée non plus à chaque fois. J'ai réellement été auscultée quand j'ai eu mon suivi à domicile par une sage-femme à domicile. Parce que donc, ma grossesse était assez compliquée. Mais alors, dans ces cas-là, quand vous constatez tout ça, vous râlez pas? Mais si. Pas, mais alors pourquoi je ne suis pas auscultée? Et dans ces cas-là, on est catalogué comme une chieuse et on vous envoie vers un psychiatre. Ah d'accord. Voilà. Bon. Et après, on vous envoie vers les services sociaux aussi. Ah oui. Psychiatre, services sociaux, ça c'est clair. Voilà, en disant attention. Béatrice réagit à tout ce que vous dites, ça veut dire quoi? Que c'est des situations. J'étais à la conférence de Bordeaux, moi. Ouais. Je sais, parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Et j'étais à la conférence sur ce qu'a dit le grand professeur de la maternité où elle a été. Et donc, je sais ce qu'il a dit. Ça m'a bien fait marrer d'ailleurs. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est continuel, c'est le mobilier, c'est tout ça. Et la femme, elle est un état, c'est-à-dire un utérus et un bébé. Le reste, on ne fait pas attention après. Donc, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé pour Priscilla. Et c'est vrai qu'elle n'a pas été considérée. Et les mobiliers, oui, on va enlever l'armoire, mais l'armoire, elle y est toujours. Pesée, bon, c'est vrai que c'est pas trop grave. Moi, on a une chaise balance adaptée, mais c'est pas trop grave si on pèse pas les personnes. Moi, c'est vrai que je vois par rapport au moi, si la corpulence elle a pris beaucoup de poids ou pas beaucoup de poids, ça on le voit très très bien. Enfin, je veux dire, quand on fait attention à la personne qui est en face de soi, on fait attention au changement qu'elle a. Donc, automatiquement, on est sensibilisé. Alors, Priscilla, comment vous gérez vos enfants au quotidien, votre vie de maman? Votre couple a explosé depuis la naissance de votre petit dernier? Déjà, ça allait plus depuis un petit moment. Mais c'est vrai que la naissance du petit dernier n'a pas aidé.
parce que justement la fatigue de la grossesse, la fatigue de l'arrivée d'un bébé dans la famille. Moi, j'arrivais plus trop à suivre le mouvement parce qu'il fallait gérer les grands aussi. L'alitement, tout ça. Comment vous faites? Parce que déjà, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Alors déjà, j'ai une TISF. Alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Travailleuse de l'insertion sociale et familiale. Voilà. Donc j'ai une TISF qui vient 1 à 2 fois par semaine à mon domicile, qui vient m'aider pour les soins d'Aaron, pour aussi faire un peu de ménage à la maison. Donc ce qui, moi, me permet soit de me reposer, ou soit de faire d'autres choses, ou aussi de m'accompagner dans mes démarches, parce que je n'ai toujours pas le droit de conduire à cause de mon épilepsie. Donc elle peut m'accompagner faire mes démarches, ou m'accompagner faire mes courses, chose que je ne peux pas forcément faire seule. Puis sinon, je me débrouille, j'ai adapté mon domicile. Le mobilier que j'ai choisi pour mes enfants est adapté pour que je puisse m'occuper de mes enfants au maximum seule. Après, je fais les choses plus lentement. Votre aîné à quel âge? Alors, mon fils est né à 8 ans, mais il vit chez son papa. Sinon, mes autres enfants ont 7 ans, 4 ans, et puis Aaron a 8 mois. Eh bien, comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre vie de maman? Fatiguée mais heureuse. Très heureuse parce que mes enfants, c'est un peu tout ce qui me reste maintenant. Parce que entre l'épilepsie et le handicap, j'ai un peu tout perdu. Mon travail, ma vie sociale, j'ai plus rien. Donc c'est un peu tout ce qui me reste. Et c'est un peu la seule chose que j'ai réussi. Yvonne, il y a vous. C'est la vie, c'est votre vie, c'est vos enfants, c'est effectivement très très important. Et quand on voit, malgré le handicap, derrière, il y a une femme en souffrance, il y a une femme avec ses propres désirs, il y a une femme tout court. Et c'est vrai que pour vous, l'enfant, la maternité, c'est un combat, mais c'est aussi un défi contre le handicap. Ouais. C'est le défi majeur. C'est surtout qu'on remet toujours en question le fait de comment je fais ceci, comment je fais cela. Et notamment quand les services sociaux s'en mêlent. Mon fils, qu'on voit en photo là derrière, Liam, donc là il fêtait ses 1 an. Et donc il allait chez une nourrice. Et la nourrice a déménagé quand il avait 2 ans et demi. Et du coup, comme il avait 2 ans et demi, j'ai décidé de ne pas reconduire le fait de le mettre chez une nourrice. Et là, l'assistante sociale et la péricultrice m'ont dit « Mais vous allez faire comment ?» Je dis « Mais il a 2 ans et demi, il est plus autonome, il marche. Pour lui changer sa couche, il suffit que je lui demande de se mettre sur le canapé. Il va se mettre sur le canapé, je vais m'asseoir, voilà, j'ai juste à faire un transfert et ça va aller. » Enfin, et pour eux, tout est un problème, alors qu'on trouve des solutions pour tout. Et faut se justifier en permanence surtout. Et c'est ça qui est le plus dur. Il faut tout le temps se justifier, qu'on est capable de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélie? Si vraiment elle a envie de le faire, qu'elle le fasse, qu'elle mesure bien le pour et le contre. Qu'il faut aussi prendre en considération que, comme disait, j'ai pas retenu votre nom. Yvonne. Qu'un enfant dans un couple, ça peut faire jouer beaucoup de choses. Parce que c'est un chamboulement. On passe, surtout un premier enfant, vous avez passé d'une vie à 2 à une vie à 3. Le handicap en plus, ça rajoute quelque chose parce que c'est un poids en plus, faut pas se le cacher. Je suis comme toi, donc... Mais quoi, vous êtes en train de la décourager? Non, mais voilà, mais qu'elle prenne conscience des choses. Je te décourage pas, mais que tu prennes conscience. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que on est capable d'être maman. Il faut juste prendre conscience de ses limites, les accepter. Et une fois qu'on accepte ses limites, après c'est bon. Justement, Aurélie n'est pas seule parce que dans son désir de grossesse, elle porte aussi le désir de sa maman qui a toujours été de lutter, et de sa grand-mère, qui a toujours été de lutter contre le handicap et de repousser les limites. Or, je crois que vous êtes habité par cette même énergie. Je vais aller jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que vous entendez des discours rationnels, des discours qui vous mettent en garde, mais vous êtes porté par cela et rien ne vous arrêtera à vous entendre. C'est ça. Je pense que
Déjà, avant d'être handicapée, je suis une femme. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais c'est important. Oui. C'est important. J'espère que vous resterez en contact. J'espère aussi. Parce que je pense que vous pouvez vous faire du bien mutuellement, peut-être aussi avec Béatrice. On en a déjà parlé. On va venir avec moi. Elle va pas voir. Aurélie et Priscilla, les deux, c'est vous que nos téléspectateurs retrouveront cet après-midi sur le chat. Vos impressions après cette émission, ça vous a, j'imagine, conforté dans votre envie? Bien sûr. Bien sûr, peut-être rassurée aussi sur certains points. Et puis, on verra ce qui se passera. Vous nous tenez au courant? Bien sûr. Merci à vous tous d'être venus témoigner sur notre plateau. Merci à Amina et à Yvonne. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve ce week-end en version féminin et dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue avec d'autres témoignages. Merci à vous. À tout de suite. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Richard. Tout de suite, dans l'Histoire continue, nous retrouverons Pascal qui avait sombré dans l'anorexie. J'ai décidé de perdre du poids parce que j'étais déjà très mal dans ma peau. Je voulais qu'on me fiche la paix tout simplement. Depuis l'émission, Pascal a toujours du mal à s'en sortir. J'ai toujours la hantise de grossir. C'est pas encore réglé. Je me bats encore, mais j'ai bon espoir. Sur notre plateau, elle fera la connaissance de Sandrine qui, elle, est parvenue à guérir de cette maladie. Je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Malgré tout ce que l'anorexie a pu détruire dans mon corps, de continuer à être heureuse et de pouvoir continuer à dire aux gens, regardez, si moi j'y arrive, alors vous aussi. Toute une histoire revient le lundi 4 janvier, avec comme toujours des histoires de vie très fortes. Tout ce qui se passait en dehors de cette communauté était malsain. Elle m'a pris ma jeunesse, elle m'a pris mon insouciance. J'ai pas profité de ma vie comme j'aurais dû. Elle a ouvert le placard, elle m'y a mise dedans et elle a fermé la porte. On se dit pas le matin en se levant, je vais dénoncer mon fils. Je lui répétais tout le temps, si je dois te faire un mal pour un bien, je le ferai. Là, j'ai appelé les gendarmes, j'ai dit écoutez, il part de chez moi, vous allez l'arrêter. C'était la seule solution pour le protéger. Mais aussi des surprises. Bonjour France, vous me racontez votre histoire et elle m'a beaucoup touché. Et des personnalités hautes en couleur. On a fait ce fameux tango. Je mettais ma main sur sa nuque, que j'adorais déjà. Oui. Alors rendez-vous le 4 janvier à 14h sur France 2.